Quand j'ai parlé dimanche, et j'ai parlé que la langue n'était pas la bienvenue, c'est pas par racisme ou par rejet. C'est parce que les gens, ils avaient une conception, ils sont venus immigrants pour travailler, ils maîtrisaient la langue du pays, c'est-à-dire des pays d'origine, mais ils ne maîtrisaient pas la langue. Il y en a parmi eux qui ne maîtrisaient pas le français, ou le flamand, ou l'allemand, selon le pays où ils vont immigrer. Ils ne maîtrisaient pas la langue. Donc, quand il y avait la conception des mosquées et l'idée d'ouverture de mosquées, elle commence à s'installer, on sait que les gens se sont orientés vers les mairies, les maires. Et ils ont sollicité des locaux. Il y avait certaines facilités à donner des locaux à l'époque. Aujourd'hui, une mosquée, c'est très difficile de créer une mosquée aujourd'hui, vu le contexte que vous savez. Mais à l'époque, c'était concerné comme un attachement de tradition. C'est des gens musulmans qui viennent travailler ici. Ils ont besoin d'un lieu, à part les restaurants, les bars, les cafés, les marchés. Ils ont besoin d'un lieu dans lequel ils se rencontrent pour discuter et pour se partager des moments. Et donc, donner des mosquées ou faciliter l'ouverture d'une mosquée, ce n'était pas un problème. Et ces gens, ils ont commencé à importer des imams. Et j'ai dit, ils les ont importés selon le contexte géographique. Chacun, il a importé un imam ou il a ramené un imam selon la région à laquelle il appartient. Et personnellement, j'ai commencé fin 93, 94, je l'ai passé en Hollande, un mois en Allemagne, puis je me suis trouvé en France en 95. Je me rappelle le 8 janvier 1995, c'était ma rentrée officielle en France. Je n'ai pas connu, dans mon voyage, et durant mes voyages, parce que j'étais en Hollande, j'avais ma sœur qui était en Allemagne, j'ai rencontré des imams là-bas, j'étais en Belgique aussi, et à la fin, je me suis installé en France avec ma famille. Je ne connais pas d'imam qui est venu d'un pays maghrébin, Maroc, Algérie, Tunisie, et même je peux ajouter la Mauritanie, parce qu'il y a une communauté mauritanienne. Je n'ai pas rencontré d'imam à ma connaissance. Je dis bien, bel et bien à ma connaissance. Possible qu'il y en a. Mais je n'ai pas rencontré d'imam qui parlait français, qui est venu du pays parlant français ici en France, ou parler la langue du pays, surtout ces 4 pays, la France, la Belgique, la Hollande et l'Allemagne, surtout ces 4-là. C'est très important. Pourquoi les 4? Parce que l'immigration Portugal, Espagne, l'Italie va tarder. Il fallait attendre que l'Espagne, le départ de Franco, l'arrivée de Juan Carlos, restituer le pouvoir à la famille royale, le Portugal adhère à l'Europe, et l'Italie, qui était un pays qui a subi la défaite de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne. Ces 3 pays, en arabe je ne l'ai pas cité, le Portugal. D'ailleurs, le Portugal est le dernier des pays à rejoindre l'Europe après l'Espagne. Ces pays, ils ont tardé au niveau de l'immigration. Il y avait de l'immigration, mais elle était faible, très faible. La grande masse vague de l'immigration, ça concerne ces 4 pays. Sans parler de l'Angleterre, parce que c'est une autre culture, les anglo-saxons. La France, la Belgique, la Hollande, et j'ajouterai Luxembourg, parce que ce sont les pays du Benelux, et l'Allemagne. Ces 4 pays-là, c'était la vague d'immigration. Après la Première Guerre mondiale, le plan Marshall, c'est un général américain qui a installé un plan pour reconstruire l'Europe. Et donc, ils ont été chercher les immigrants pour les ramener pour reconstruire l'Europe. Alors, ces 4 pays-là, il y avait une forte immigration. Même on allait chercher les immigrants dans les cafés pour travailler dans les boulots. On m'a raconté les gens, quand j'étais à Ekoda, il m'a dit le travail, les patrons venaient dans les cafés et dans les bars chercher celui qui veut travailler. Il y avait des gens qui faisaient 2 boulots par jour. Il y avait du travail les années 60 et surtout les années 70. Il y avait du travail incroyable. Au moins, dans le Nord, on parlait de l'usine du Nord. C'est une usine de métallurgie que Mitterrand a déplacée, je ne sais pas où il l'a fermée. Il y avait 5000 ouvriers. Et les gens cherchaient du travail, les patrons, ils allaient dans les lieux publics, sociaux, et cherchaient qui veut travailler. Tellement qu'il y en a. Aujourd'hui, il y a une crise. Alors, ces 4 pays dont je parle, je n'ai pas rencontré un imam quand les mosquées, avec l'arrivée de Giscard d'Estaing, qui est le 3e président de la France après De Gaulle, il y a Pompidou, puis Giscard d'Estaing. Il n'y avait pas d'imam qui a
qui est venu en parlant français. Je n'en ai pas rencontré. J'ajouterai autre chose, que je l'ai dit, je le répéterai. La langue française ou hollandaise ou flamand, peu importe, et allemand, il n'était pas le bienvenu dans les mosquées à l'époque. Ça va être considéré comme une nouvelle religion, comme une bid'a. Malgré que les gens sont d'origine, ce qu'on appelle Rif, ou Ashlhi, ou Qbaïl, mais ils n'acceptaient pas qu'il y ait un imam qui parle français. Peut-être ils accepteront un imam qui parle la langue arabe plus les origines. Les origines, c'est quoi? Comme je vous ai dit, peut-être Kabyle, peut-être Shilha, ce qu'on appelle berbère, mais ils n'accepteront pas qu'il parle la langue du pays qui est le français, par exemple, en France. C'est non concevable. Et ça, je l'ai vécu en 95. Et vous imaginez, je vous parle de les années 70. Durant l'année 95, quand j'ai commencé à exercer imam, le français, c'était un crime. C'était un crime qui peut coûter à l'imam d'être expulsé de la mosquée. Hein? Non, parce que pour eux, la religion, elle est arabe. Et la religion, elle est arabe, ils l'ont appris avec le dialecte du pays. Le dialecte du pays ici, c'est quoi, comme je vous ai dit? Selon les origines géographiques. Mais que la langue française intègre la religion, elle fait partie, comme maintenant je vous parle en français, ou que je vais sur le minbar et je fais le discours en français, ce n'était pas concevable. C'est concevable. Tu es là pour pourrir nos enfants. Tu es là pour pourrir les enfants. Il n'y avait pas un regard de profondeur sur l'utilité de la langue pour préserver l'identité. Et sachant que ces enfants, quand ils viennent à la mosquée, ils n'entendent que l'arabe, sachant qu'ils passent 6 heures, 7 heures, 8 heures à l'école parler français, et à la maison, peut-être ils parlent berbère, qbaïl, rifi. Et donc l'enfant, si l'imam ne parle pas rifi, et ça c'était accepté, qu'un imam parle la langue des origines. Ça c'était accepté. Maintenant, si j'étais imam, et je connaissais Shilha, ou le qbaïliya, ou le rifiya, il n'y aura pas de problème. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'ensemble. Mais que je parle français, j'étais critiqué. C'était mal vu. Que tu ramènes un conférencier et tu lui donnes le podium, le minbar, vas-y, fais un dars en français pour la jeunesse. T'es quelqu'un que t'as ramené une nouvelle religion. Et ça crée la polémique chez la première génération. Il y en a qui ont compris l'utilité. Et aujourd'hui, on le voit. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont arrivées avant le temps. Parce qu'il y a des gens qui voient loin, il y a des gens qui voient à leurs pieds. C'est comme un roi, il veut sortir en voyage. Alors il va charger ses ouvriers. À chacun, il va donner une tâche. Il y a un qui a pris la tâche. Il lui a dit, moi je me charge de la viande et des fruits et légumes. Et tous ils l'ont regardé, il lui dit, t'es con toi? C'est une grande charge. Il lui a dit, non, je la veux moi, cette grande charge. L'autre, il lui a dit, moi je me charge du charbon pour cuisiner. Et les autres rigolaient d'eux. Et chacun, il a pris une tâche pour accompagner le roi aller, retour. Mais c'est sur le trajet qu'ils ont compris que l'autre qui a dit « moi je me charge des fruits et légumes et de la viande » qu'ils ont compris qu'il était intelligent. Parce que c'est les fruits et légumes sur le trajet, qu'est-ce qu'il leur arrive? Il y a les périssables, il y a le consommable et le poids va s'alléger. Arrivé à destination, faire le retour, chaque jour, il en a moins de marchandises, moins de charges. Pourquoi? Parce qu'il a vu loin. Celui qui a le charbon, c'est la même chose. Parce que chaque jour, on cuisine. Et donc la charge se réduit. Et il y en a d'autres qui ont pris la charge. Je suis au service du gouverneur ou du roi. Et le même service chaque jour. Donc il y a des choses, le regard lointain, ce n'est pas donné à tout le monde. Et comme je vous ai dit déjà, le regard lointain, il manquait dès le départ. Ils sont venus, ils ont dit on a pour 5 ans et 10 ans. Mais ils ont oublié que l'argent c'est comme du miel. Autant que tu goûtes, autant que tu veux, plus. Autant que tu goûtes, autant que tu veux plus.
Et c'est ce qui est arrivé avec c'était les allocations familiales, les aides sociales. Et là, l'idée commence à s'installer. Il a fallu attendre, vraiment, je vous le dis, vers la fin 90 pour que les gens commencent à comprendre. Quand ils ont vu ces jeunes qui sont rentrés, qui sont nés dans les années 70 à 90, quel âge ils ont? La vingtaine. Ils ont compris qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses de la religion. Et quand ils vont à la mosquée, le père lui dit, est-ce que tu as compris le khutbah? Il lui dit, j'étais parce que c'est obligatoire. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit l'imam. C'est clair et net. Et c'est là où l'idée commence à harceler les nouveaux dirigeants des associations. Qu'il faut vraiment intégrer la langue du pays dans la recherche de l'imam. Et aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est partout en Europe maintenant. Quand on cherche un imam, peut-être c'est encore un peu... Parce que n'oubliez pas que j'ai dit, il y a 20 ans, si ce n'est pas 30 ans de différence d'immigration entre l'Espagne, l'Italie et le reste des 4 pays que je vous ai cités. L'Espagne, c'est encore l'imam qui parle arabe, il fait poids. Mais en France, en Allemagne, en Hollande, Belgique, les pays du Benelux, et en Hollande, un imam doit parler la langue du pays. Un imam en Italie, par exemple, il est dans le pays du Vatican. Le Vatican, c'est le symbole du christianisme. Moi, je crois que, surtout en Italie, l'imam doit parler italien. Obligé. Pour l'échange interreligieux. C'est parce que le Vatican, c'est le centre, c'est la capitale de la religion chrétienne, catholique. Alors, ceci étant, l'imam est devenu, parlons français, une obligation. Une obligation, ça ne se discute pas. Et comme j'ai dit aussi, je n'ai pas rencontré d'imam, c'est rare. Je peux les compter sur les doigts, les imams que j'ai rencontrés qui parlaient français et en arrivant en France, ils ne parlaient pas français. Ils ont fait un effort. Parce qu'il y a des imams qui ont 30 ans et plus en France. Jamais ils ont essayé d'aller à l'école et d'apprendre le français, par exemple, ou l'hollandais, ou le flamand, ou l'allemand. Il y a des imams qui ont passé des années, ils ne parlent pas, ils n'ont pas la capacité de rédiger un discours avec la langue du pays. Pourtant, ils sont... Et là, je reviens sur la position de l'islam. Apprendre les choses, c'est mieux que de les ignorer. Comment tu vis dans un pays et tu n'apprends pas la langue du pays? Et tu restes, toi qui es imam, qui dois enseigner à la communauté, tu restes sur la langue d'origine. Ça ne retranche rien, la langue arabe. Apprendre une langue ne veut pas dire détruire la langue arabe. C'est enrichir, au contraire. C'est une valeur en plus dans la société à ramener. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas la raison derrière. Quelle est la motivation derrière pour qu'un imam qui a passé 30 ans, et sachant la nature de la dawa, et sachant qu'il y a un verset support, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Tout messager a été envoyé à sa communauté parlant la langue de la communauté. Vous me voyez moi parler arabe, français, je vais aller en Chine faire la da'wah? C'est impossible. C'est impossible. Si je vais en Chine pour faire la da'wah, je dois parler chinois. Vous imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyé aux Européens et non aux Qurayshites, comment il va s'exprimer avec eux? Et d'ailleurs, quand il parle, il dit Ana afsahul arab. Je suis le plus éloquent parmi les Arabes. Il faisait partie des Quraysh. Et donc il parlait la langue du pays. Il est né là-dedans. Il est le fils de Ismaïl, un petit-fils d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Donc il était dans sa communauté, maîtrisant la langue de la communauté pour transmettre. Tu ne peux pas transmettre avec le langage des signes. Tu ne peux pas. Tu dois transmettre avec le langage du pays, avec le langage que les gens maîtrisent pour qu'ils comprennent. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ces imams qui sont
restés 30 ans, 40 ans dans un pays, n'ont pas appris la langue du pays. Alors, des gens pour travailler, pour bosser. Et non des gens qui vont venir pour aller dans les universités. Ça, c'est très important. Alors, l'anecdote que je voulais raconter, parce que j'ai parlé des imams qui ne parlent pas français, rien. Je vous raconte la mosquée Écodin, dans laquelle je vais commencer. Je suis arrivé jeudi, je devrais faire le sermon de vendredi, et j'ai demandé une faveur aux parents. J'ai dit, ne dites pas à vos enfants que je parle français. Sachant que je ne vais pas faire le sermon en français. Même si je parle français, il ne m'est pas autorisé de parler sur le minbar en français. Le minbar, c'était que la langue arabe. Et je vais m'occuper des élèves, leur enseigner le Coran. Il y en avait dans cette mosquée 120 et quelques. J'ai dit, je vous demande une faveur. Moi, j'ai demandé cette faveur parce que je veux voir la réaction des enfants avec un imam qu'ils pensent, c'est un imam qui vient de Bled. Parce que l'imam qui était avant, il me l'a dit, je l'ai rencontré, il s'appelle Hassan Drouour Zazet. Il m'a dit, il m'a insulté. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait. Et quand je lui dis, redites ce que vous avez dit, il refuse. Et les parents me l'ont dit. Les parents, ils savent qu'est-ce que leurs enfants disent. Je dis, s'il vous plaît, ne leur dites rien. Je veux qu'ils me traitent comme ils ont traité l'ancienne imam. Parce que je veux les connaître. Et ça, ce que je vous dis, c'est une réalité, c'est un fait. Alors, je rentre à la classe. Ce jour-là, il y avait 64 élèves. Vous imaginez. Ça, c'est un autre dars. Une classe de 64 élèves. Des tabourets, 4, 5 par tabouret. Vous voyez l'image de l'école qui existait à l'époque, l'année 95. On est en mois de janvier 95, le début de l'année 95. Je ne sais pas le 8, est-ce que c'est un jeudi ou vendredi, mais on est au début. Ça doit être samedi le 9 janvier ou quelque chose comme ça. Je rentre, je m'installe. Je me présente, سميتي محمد الخطابي الإمام الجديد أنا اللي غنقريكم. بديت كنسول واحد أنت سميتك أنت سميتك واحد وحسبتهم. Je les ai comptés 64. Une salle de 64 ici, une salle en moyenne c'est 25. Et donc presque 3 fois la moyenne. Et sachant la capacité de la salle, je crois qu'il y avait à peu près 5 mètres sur 7 mètres. La salle était profonde. Il y avait de la longueur. À un certain moment, je vois un bout de papier en forme de balle jeté par quelqu'un sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment aucun respect. Et je l'ai vu. Et je lui dis, toi, en arabe, je lui dis, Nta, viens ici. Et je vais citer son nom, maintenant il doit avoir, parce que 95, on a dit un quart de siècle. À l'époque, il avait à peu près 12 ans. Ajouter 25 ans, quel âge il aura maintenant? 37 ans, peut-être il va m'écouter. Il s'appelle Is Ibrahim. Je me rappelle de ce jeune. Il lance le bout de papier qui est en forme de ballon ou de balle sur un qui s'appelle Rachid. Il s'appelle Rachid. Je lui dis, Ta'ala. Il vient. Ce que je vous dis là, c'est en arabe. Mais je vous le traduis en français. Qu'est-ce que tu as fait? Il me dit rien. Walou. Je dis non. Je t'ai vu avec mes yeux. Tu as frappé Louis, tu lui as jeté un bout de papier, et je t'ai vu de mes yeux. Il m'a dit non, mais chiena. Donc, le na'ma. Qu'un chouche m'zien. Et à l'époque, j'avais 34 ans.
C'est pas maintenant. Je suis vieux. Il y a de la force, il y a du caractère. Je dis, ماشي انت متاكد؟ قال لي لا لا ماشي انا. Rachid Bajou. Ah, je me rappelle. Rachid Bajou. Le Rachid Bajou. Qui t'a envoyé le bout de papier? باللغه الدارجه المغربيه. شكون اللي؟ ما نعرفش. Vous savez comment ils sont les jeunes? ما نعرفش. D'accord, كاينش مشكل. قلت له رجع لبلاصتك ما تعاودش. Retourne à ta place et ne recommence pas. Il se retourne et wallah, il y a dans la salle les filles et les garçons pour vous dire le manque de respect. Et en se retournant, il murmure fils d'eux. Il la murmure. Je l'ai entendu. Et c'est comme ça qu'il traitait l'ancien imam. C'est comme ça qu'il le traitait. Des insultes vulgaires, sachant qu'il y a des filles et des garçons dans la classe, il le dit comme ça, fils d'eux. Effectivement, j'ai compris que les parents n'ont pas dit que cet imam, il parle français. Je dis, Ibrahim, il se retourne. Naam. Je lui dis, répète ce que tu viens de dire. Hein? Toute la classe. Il parle français. Je dis oui. Alors répète ce que tu viens de me dire. Et là, tu vas pas me dire que j'ai mal entendu. Comme tu m'as dit, ce n'est pas moi qui ai jeté le bout de papier. Je t'ai vu. Et pourtant, tu as dit non. Mais là, je t'ai entendu. Il est devenu rouge. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Pour vous montrer le poids de la langue au sein de la classe quand le professeur il parle la langue des enfants. C'est très important. C'est très très important. Normalement aujourd'hui j'ai prévu parler de la continuité de mon itinéraire au pays natal, c'est-à-dire le Maroc. Mais cette anecdote, elle rejoint le discours de samedi. Je dis oui, je t'ai entendu. Et là tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas dit. Parce que là, c'est l'oreille. Les yeux, l'œil peut loucher. Et là, je parlais français avec lui. Et toute la classe silence. Le silence qui tue. Après qu'ils ont dit, il parle français. Le silence qui tue. Personne n'ose s'exprimer. Silence radio dans la classe. Pourtant, ils étaient 64. Je me rappelle ce jour-là. Parce qu'ils veulent découvrir le nouveau imam. Le nouveau imam, pardon. Alors, ils étaient 64. Bouche bée. Alors je dis, ose répéter. Et j'ai pointé les filles. J'ai dit, ceux-là, là, c'est qui? Et wallah, il y avait sa sœur dedans. Il y avait sa sœur parmi les élèves. Je dis, ces filles-là, c'est qui? Il m'a dit, ben, c'est des filles, c'est des musulmanes. Je dis, elle, il m'a dit, c'est ma sœur. Et je dis, tu sais le langage que tu m'as parlé? Et uqsim lakum billah. Je ne vous mens pas que depuis ce jour-là, il y avait un respect envers mon égard incroyable. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que je parle français. Parce qu'il y a moyen de communiquer. Il y a moyen de convaincre. Il y a moyen de discuter. Il y a moyen d'échanger avec les enfants. Et le français, et je vais vous raconter une autre histoire qui va rejoindre celle-là. Il y avait un jeune que j'ai appris en 2017 qu'il est mort. Il faisait chauffeur. Il était un de mes élèves. Dans cette classe-là, il s'appelle Antar. Son nom de famille, c'est Antar. Ismaïl. Rahmatullahi alayhi. Il a fait accident, il est mort. Il était un de mes élèves. Un jour, je me suis énervé. Comme tout être humain. En 95-96. Il était assis sur le premier banc. Le tabouret que je vous ai dit, le banc. À l'entrée, lui, il était assis. Et en rentrant, je monte les escaliers, je rentre dans la classe parce qu'il faut faire une marche. Je le trouve en train de se bagarrer et sous énervement, j'ai séparé avec celui qui est bagarre et je lui ai renvoyé le revers de ma main. Et il y avait une bague. Et je ne l'ai pas renvoyé le revers pour le frapper. C'est juste le revers pour lui dire dégage. Et je le tape sur l'œil.
il va faire un bleu, ce qu'on appelle les yeux beurre noirs. Et c'était samedi. Et je dis, c'était pas voulu. Parce que vraiment, ils étaient accrochés l'un à l'autre et je les ai séparés et avec force, j'ai éloigné la personne. La bague tombe directement sur ses yeux. Lundi, ils ont école. Pour vous dire le moyen de communication quand il y a un amour partagé avec les enfants et les élèves. Et lui, il avait 13 ans, 14 ans. Lundi, ils avaient classe. Ils étaient au collège. Je me rappelle très bien, le collège qui est sur la rue Camille du Moulin, à Ekoda, vers direction de Neuf. Moi, j'ai cours avec eux le mercredi et samedi, dimanche. J'ai cours avec eux. Et quand ils ont les vacances, comme actuellement, j'ai la classe entièrement, à part le jeudi et le vendredi. Donc j'enseigne quand ils ont les vacances, c'est la galère. J'enseigne 5 jours, lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche. J'enseigne d'affilée. Il n'y a pas d'enseignement le vendredi, même le jeudi j'enseigne, 6 jours. Il n'y a pas d'enseignement seulement le vendredi parce qu'il y a le Jumu'ah. Et donc, c'était pas la saison des vacances. Il part à l'école. Le mercredi, je le vois. Il me dit, tu sais ce qui s'est passé au collège, Oustad? Je dis non. Il m'a dit, j'étais convoqué par l'assistante sociale. Quelqu'un lui est parti dire à l'assistante sociale que l'œil au beurre noir, c'est l'imam qui me l'a fait, de la mosquée. Je dis, tu sais c'est qui? Il m'a dit, non, je ne sais pas c'est qui. Mais il y a un des élèves qui est parti raconter ça. Et je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ils ont voulu te convoquer, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et je dis, t'as dit quoi? Je dis, non, c'est faux, l'imam ne m'a pas touché. Ah non? Il leur a dit, effectivement, j'ai eu le beurre noir le samedi, mais je l'ai eu à la deux casses. Vous savez c'est quoi la deux casses? La deux casses. Il l'appelait la deux casses. Dans le nord. Le cirque. Il y a le cirque qui fait le tour des villages. Il y a le manège, il y a le zoo. Le cirque, il s'installe dans la place du village. Il l'appelle, je crois, la deux casses. Et c'est durant la saison du printemps que ça commence, pas la saison d'hiver. Il m'a dit, j'étais dans la deux casses, je me suis bagarré avec quelqu'un à cause de ma bicyclette et il a voulu me la voler. Il m'a donné un coup de poing. Il m'a dit, l'assistante, il a insisté. C'est pas l'imam qui te l'a fait. Je dis, tu peux appeler mes parents, hein. C'est pas l'imam m'a pas touché. Il a menti pour défendre l'imam. Et pourtant, c'est pas un coup que je lui ai envoyé, j'ai pas voulu le gifler, hein. C'est vraiment ses parents, c'est comme on va dire quelqu'un qui a les ongles, il sépare deux personnes, il griffe une. C'était vraiment un coup d'accident. Mais pour vous dire que l'assistante dans le collège l'a convoqué, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé à la mosquée, pourquoi l'imam t'a fait ça? Il lui a dit, non, c'est pas l'imam. L'imam ne m'a rien fait. Vous croyez que s'il n'y avait pas de communication et qu'il n'y a pas de respect et appréciation entre moi et eux en échange, j'aurais cette faveur avec ce jeune homme? Allah yarhamou. Je veux dire, Allah yarhamou, il est mort. En 2017, quand j'étais au village d'Ekodin, j'étais me renseigner un peu sur mes élèves. Il y en a qui sont sur Paris, il y en a qui ont voyagé. Et celui-là, étant donné qu'il a eu cette position, et je n'étais pas un prof violent, je n'aime pas la violence. Il a eu cette position. Le premier, quand j'étais à Ekoda en 2017, j'ai demandé de ces nouvelles parmi les enfants, qu'ils étaient mes élèves. J'ai dit, comment il va Smaïl Anta? Ils m'ont dit, Allah yarhamou, il est mort dans un accident de camion. Il était chauffeur de camion, poids lourd international. Il a eu un accident, il est mort. Rahmatullahi alayhi. Donc, je cite ce fait divers pour vous dire l'importance de la langue dans la communication. Parce que s'il n'y avait pas de communication, s'il n'y avait pas un amour partagé avec les enfants, s'il n'y avait pas un dialogue entre moi et les enfants, il n'hésitera pas à dire effectivement l'imam m'a frappé. Mais comme il y avait du respect, il y a les choses, wallah, je leur donnais. À l'époque, c'était le franc, c'était pas l'euro. À l'époque, 95, c'était le franc. Et je préparais toujours des billets pour celui qui récite. Et je leur donnais. Je les encourageais pour apprendre. Je leur ai appris une partie de Ibn Ashir
يقول عبد الواحد بن عاشر المتسلم باسم الإله القادر à peu près une soixantaine ou 70 vers qu'ils ont appris avec moi sur 2 années. Et donc je voulais seulement dire, pour ne pas trop aller dans les ramifications du discours, que l'importance de la langue, elle est capitale. Et la langue va me servir. Mais je l'ai appris où? Dans mon pays natal, au Maroc. Et si vous vous rappelez de ceux qui ont suivi la sira avec moi, pendant que j'étais dans l'école coranique, ce qu'on appelle Kutab al-Qur'ani, on avait un voisin, je vous ai dit, ils étaient aisés les voisins. Ils ont placé un de leurs enfants, de tous les enfants, ils étaient à l'école Mohammedia, et moi j'étais à l'école. Après, je vais aller à l'école Bouchaïb Zmouri. Lui, ce jeune qui est un petit peu, je crois qu'il est moins âgé que moi, 1 année ou 2. Et on se rencontrait, et lui, il était. Moi, mon père m'a envoyé l'école coranique. Lui, il l'a envoyé le nid. Le nid, c'est comme une école maternelle. C'était pas au CP ou quoi. Et il apprenait A, B, C, D. Et j'ai appris les A, B, C, D avant que j'aille à l'école de l'État. Et peut-être, je ne le cacherai pas, peut-être que je ne maîtrisais pas les alphabets alif, bêta. Mais comme un échange entre jeunes, entre petits. Donc, à l'époque, c'est la mode. Je vous ai dit, il faut citer les choses dans leur contexte. À l'époque, l'école privée commence à s'installer. Et à l'époque, maintenant, les gens qui vont envoyer leurs enfants à l'école française, il faut qu'ils soient aisés financièrement. Et pourtant, croyez-moi, à l'époque, ce n'était pas des grandes sommes. Hein. Aujourd'hui, quand on parle d'une école privée au Maroc, par exemple, à titre d'exemple, vous pouvez parler de 200 €, 300 € par mois facilement. À l'époque, ce n'était pas cette somme, ce n'était pas les 100 €. Peut-être 30 € ou 50 € à l'époque, je vous parle, les années 60, moi. Et donc, il commence à s'installer, mais ce n'était pas très cher. La vie n'était pas très chère. Et j'ai appris les alphabets pendant que j'étais dans l'école coranique, puis mon père m'a retiré et je me suis trouvé dans l'école normale, l'école d'État, l'école publique, pour un autre itinéraire. Mais mon père, il a fait quelque chose quand même de bien. C'est que le cousin de ma mère qui était le shir qui m'enseignait, je vous ai dit, il s'appelle Fressi Saleh, il lui a dit, cet enfant, il est brillant, il apprend vite, il faut le garder. Et j'avais 7 ans. Alors mon père, le week-end et les vacances, il m'envoyait où? À l'école coranique. Donc moi, je n'avais pas droit aux vacances, à part jouer dans la rue durant, on va dire lundi, mardi, quand je rentre de l'école le soir. Mais quand il y a les vacances, je dois aller où? À l'école. Le matin, ma mère me réveille, prend le madrasa, le Qur'ania, jamais. Et donc, ma ligne avec le Coran va continuer, mais à ralenti. Pas quand j'ai passé de 4 à 7 ans, 3 années, c'était 5 jours sur 7, tu vas, le m'sid jamais. On était petits, il n'y avait rien d'autre. Mais là, il y a l'école publique, puis il y a l'école coranique en parallèle. Donc mon père, il a fait ce geste que je reste attaché à l'école. Ce qu'il faut aussi savoir, que j'ai soulevé, c'est qu'il n'y avait pas une veillance parentale. Il y avait une veillance sociale. C'est la société qui veille sur nous. Et à notre époque, tu fais une bêtise dans la rue, tu ne vas pas t'attendre que c'est ton père qui va te gronder. C'est peut-être le voisin. Même si ton père n'est pas là, le voisin, il avait droit de parole sur nous. Ou la voisine. On respectait les personnes âgées. Aujourd'hui, tout ça, on l'a perdu. Un voisin, maintenant, va parler avec un enfant qui fait une bêtise. Le premier qui va gronder le voisin, c'est qui? Le père. De quoi tu te mets? C'est ton affaire? C'est ton fils ou c'est ta fille? De quoi tu te mets? Nous, الزنقة كانت كتربينا, comme on dit au Darija. الزنقة كانت كتربينا. La rue nous éduquait, malgré qu'il y a la vulgarité, malgré qu'il y avait la méchanceté, mais on respectait les personnes âgées, on respectait les mères, on respectait les pères, on respectait ces gens-là. Et ils avaient un droit de parole sur nous.
يقدر يجبد لك ودنك, il te tire les oreilles, il te dit arrête, même il peut te frapper. Et wallah, le père. Et on va revenir dans le chapitre. Tout ça, il faut le savoir. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de lois tuent la loi. Hein? Beaucoup de lois a tué la loi. Beaucoup de règles tuent les règles. Un cadre trop cadré tue le cadre. À l'époque, le respect, je ne vais pas vanter et dire qu'il y a un mérite qu'on recevait des corrections. Je ne vais pas vanter parce que parfois, c'était excessif. Ça dépasse les limites. Mais il y avait un certain respect. Pas parce qu'il y avait là ça. Pas du tout. C'est une éducation. Le frère Jam, ندخلو نبوسوا له ايده. Frère c'est Saleh, نبوسوا له ايده. Tu rentres en lui embrassant la main et tu sors en lui embrassant la main. Le frère il te tire les oreilles ou il te donne quelques coups avec le martinet. Tu vas te plaindre chez tes parents, ils vont t'en ajouter. يقول لك ما ضربك الفقيه غير درتي علاش. Si le frère il t'a frappé, c'est parce que tu l'as mérité. C'est pas comme aujourd'hui. Qui ose maintenant aujourd'hui donner une correction à un enfant? C'est interdit. Mais ça, nous, on l'a vécu. C'est vrai, il y avait de l'injustice, il y avait le côté excessif, il y en a qui modéraient pas la punition. Mais dans l'ensemble, il y a l'état d'esprit de respect du voisinage, du respect du talib, du respect de l'oustad. Nous, quand on rentrait, l'oustad, on se met tous debout. Et l'oustad de la classe, quand il parle, on écoute. L'oustad, il était considéré dans notre religion comme presque un prophète. Quand tu vois le professeur, tu te mets debout et respecte-le. Car le prof, c'est comme un messager, il t'enseigne. Il va t'apprendre à lire, il va t'apprendre à écrire, il va t'apprendre de la matière, il va t'apprendre des choses dont tu as besoin dans ta vie. Ben, au moins respecte-le pour ce qu'il t'apprend. Mais tout ça, aujourd'hui, trop de lois, trop de cadres, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Et le résultat. Et je le dis, je ne suis pas en train de faire la promotion de l'AFC ou de la correction, non. Mais je dis, un cadre, des enfants sans cadre, des enfants non encadrés par des punitions conséquentes, c'est en général des enfants corrompus, non polis et qui ne respectent rien. Vous savez, je vais finir avec ça. Quand mes parents invitaient, le frère c'est Saleh, c'est quelqu'un de la famille. Je prends la fuite et je monte sur la terrasse. Stah. Je ne peux pas le croiser. Cheikh Jay, Wallahi al-Adim, ma nqdر nshوف فيه. Al-Hurub. Et pourtant, c'est quelqu'un de la famille. Le respect. Ici, vous savez comment ça va? Ah, ça va, Mohamed. Il dit à son prof, Mohamed Jacques, Michel. C'est comme ça qu'il lui parle. C'est comme si c'est son copain. Le prof du Coran, vous savez comment on l'appelle? Naamassi. Naamassi. Les Dazo, ceux qui ont connu l'école coranique, c'est comme ça on l'appelle, Naamassi. Le frère, Naamassi. C'est 8 mètres. On ne l'appelait pas avec son nom. Frère Salih, je le dis frère Salih parce que c'est mon chir et quelqu'un de la famille. Son nom c'était Salih. Mais à part ça, on ne pose même pas de questions. On le respecte. Pourquoi? Parce que il nous enseigne, il nous apprend des choses et on lui doit respecter. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين